Aurélie Trouvé, notre invitée ce matin, députée LFI, NFP, présidente également de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous ce matin dans le 6-9. L'actualité toute fraîche, puisque c'est tombé hier soir. L'État, via BPI France, sera donc actionnaire d'Opella, filiale de Sanofi qui produit le Doliprane en France. C'est une annonce faite par Antoine Armand, le ministre de l'économie. Opella qui est en passe d'être cédé d'ailleurs à un fonds d'investissement américain. Est-ce que vous êtes satisfaite ce matin ? C'est une très très mauvaise nouvelle. Je rappelle que le Doliprane, c'est le médicament le plus utilisé en France, générique du quotidien, de l'antidouleur tout simplement. Et puis qu'il y a aussi 500 emplois qui sont en jeu dans 2 sites de production, à Lisieux et à Compiègne. Ce qui va se passer, c'est donc la cession de Opella, qui est la filiale de production de ce médicament qui appartient à Sanofi, à un fonds d'investissement américain. Et l'on connaît... Donc c'est une mauvaise nouvelle que l'État soit actionnaire d'Opella. Alors, j'y arrive. Donc ça, le problème, c'est que ça passe à un fonds d'investissement américain qui détient 50% désormais du capital d'Opella. Alors, je vais vous dire, l'entrée au capital de l'État à hauteur de 1%, c'est extrêmement insuffisant. Ça ne permettra évidemment pas le contrôle des décisions prises sur la production du Doliprane. Et il y a des risques de délocalisation de la production. On l'a connu auparavant dans des cas similaires, et le risque de suppression d'emplois. Donc là, on est en train de brader, si vous voulez, un actif stratégique à un fonds d'investissement américain, et c'est très grave. Vous pensez qu'il aurait dû, je crois que ça a été dit par LFI, l'État, il y aurait dû une nationalisation de Doliprane ? Alors la première chose qu'aurait dû faire l'État, et c'est tout à fait possible, c'était déjà de bloquer cette cession. Ça s'est fait aussi. Il y a quelques années, par exemple, Bruno Le Maire avait bloqué la cession des supérettes Carrefour, si vous voulez, au fonds canadien Couche-Tard, en considérant que les supérettes étaient des actifs stratégiques. Bon, là, en l'occurrence, le gouvernement, quand même, aurait dû considérer que la production du premier antidouleur français, dont on a connu des pénuries, vous vous souvenez, pendant la crise du Covid, que ça aurait dû être bloqué. C'était possible par la loi française, et le gouvernement ne l'a pas fait. La deuxième chose, effectivement, c'est que, étant donné cette cession, alors, le gouvernement devrait rentrer à plus de 50% dans ce capital pour réellement contrôler. Mais on cherche 60 milliards aujourd'hui, Aurélie Trouvé. C'est raisonnable. C'est ça le problème, et on n'a pas l'argent pour le faire aujourd'hui. Vous avez vu quand même le prix que rachètent les Américains, c'est plus de 15 milliards d'euros, donc c'est considérable. Alors d'abord, l'argent, il y en a évidemment dans les caisses de l'État pour faire ça, c'est des choix politiques. Et on va en arriver à la question du budget, parce qu'évidemment, le gouvernement nous dit « Ah, mais on est à l'os ». Nous ne sommes pas à l'os si nous considérons que nous revenons sur l'ensemble des cadeaux fiscaux faits aux plus riches et au profit des multinationales depuis 7 ans et la présidence Macron. Je rappelle par exemple que Sanofi, qui est en train de vendre un actif stratégique à un fonds d'investissement américain, a touché 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros d'aide publique en 10 ans. Donc par ailleurs, il y a de l'argent public qui est dilapidé sans contrepartie à ces multinationales, et ça, c'est inacceptable. Donc il faut rendre, impôt recherche, oui, c'est ça. Entre autres, il faut rendre donc l'investissement, les aides publiques et la dépense publique efficaces. Arrêter de verser comme ça à des multinationales comme Sanofi de l'argent public, et derrière, de le laisser délocaliser potentiellement. Mais Aurélie Trouvé, il faut faire des économies. Il y a 2 anciens ministres, Olivia Grégoire et Gérald Darmanin, qui ont suggéré à l'État de vendre 10% de ses participations dans plusieurs entreprises. Histoire de faire des économies, ça pourrait représenter 18 milliards à peu près. Vous n'êtes pas de cet avis ? Il faut trouver de l'argent aujourd'hui. Alors, mais justement, depuis une semaine, vous avez vu, en commission des finances et en commission des affaires économiques, nous avons démontré, par des votes à la majorité, qu'un autre budget est possible. Oui, vous avez proposé 50 milliards d'impôts supplémentaires. Vous avez perdu. Alors, ça a été retoqué. Ça n'a pas été voté, oui. Voilà. Attention, oui, mais chacune des propositions par ailleurs a été votée, d'accord ? C'est à la toute fin que le Rassemblement national a rejeté cela pour sauver une nouvelle fois le gouvernement. Mais chacune des propositions a été votée à la majorité. Et donc ces 50 milliards d'euros supplémentaires étaient uniquement... Que certains qualifient de carnaval fiscal. Alors, le carnaval fiscal, excusez-moi, il est du côté du gouvernement et de Michel Barnier. Parce que, par ailleurs, nous avons proposé uniquement de faire une fiscalité supplémentaire sur les ultra-riches et les super-profits des multinationales. À l'inverse du gouvernement, qui est celui du matraquage fiscal sur les classes populaires. Puisque ce gouvernement propose, par exemple, d'augmenter très fortement les taxes sur l'électricité, qui va frapper tout le monde, et donc d'augmenter le prix de l'électricité. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons de la fiscalité sur les plus riches et les multinationales. Oui, un autre budget est possible, à condition
d'accepter le partage des richesses. Parce que les ultra-riches se sont considérablement enrichis depuis les 7 ans de présidence Macron, tandis que tout le reste des Français a perdu du pouvoir d'achat. Pour nous, ça c'est inadmissible. Il faut à nouveau une fiscalité de justice Aurélie sociale. Trouvé, on a vu quand même, vous parlez de la commission des finances, mais cette commission des finances, c'est-à-dire que votre pratique de fiscalité, de ce que d'aucuns qualifient de matraquage fiscal, elle a échoué. C'est-à-dire que quoi que vous disiez, aujourd'hui, vous avez été retoqué en commission des finances. Vous avez perdu la partie. Maintenant, clairement. On n'a pas perdu la bataille. Ah bah si, vous avez perdu, nous n'avons pas cette bataille-là. Je vais vous dire, nous n'avons pas perdu la bataille, parce que d'abord, pendant une semaine, proposition par proposition, ça a été quand même voté par une majorité. Le texte qui arrive à l'Assemblée, c'est pas celui-ci. C'est donc à la fin seulement que le Rassemblement national vient sauver le gouvernement. Et deuxièmement, il reste l'hémicycle. Oui, mais on part du texte initial aujourd'hui, Aurélie Trouvé. Bien sûr, mais dans l'hémicycle à nouveau, nous allons voter, nous allons voir qui est d'accord ou pas pour augmenter les taxes que vous avez perdu en commission. Nous allons voir qui est d'accord ou pas pour augmenter le prix de l'électricité. Est-ce que vous pouvez reconnaître que vous avez perdu en commission des finances? Est-ce que vous pouvez reconnaître que vous avez perdu cette bataille-là? À la toute fin. Par contre, nous avons gagné des votes un par un, et non seulement pour chercher des recettes uniquement, j'ai envie de dire, dans les poches des ultra-riches et des actionnaires, des grands actionnaires, mais également pour empêcher l'austérité budgétaire. Je vais vous donner un exemple. En commission des affaires économiques, le gouvernement est arrivé avec une proposition diminuer de 50 millions d'euros le budget de la Poste. C'est-à-dire qu'on attaquerait des agences, des services publics de la Poste. D'accord ? Vous savez que c'est essentiel pour les Françaises et les Français sur nos territoires. De moins en moins. Voilà. Malheureusement, de moins en moins. Donc, il faut absolument redonner, et vous savez que c'est la 3e préoccupation des Français dans les services publics, redonner des moyens à la Poste. Eh bien, justement, nous avons voté à la majorité en commission des affaires économiques, non seulement de ne pas diminuer le budget de la Poste, mais de l'augmenter parce que nous en avons besoin, que les Françaises et les Français veulent avoir un service à côté de chez eux de la Poste. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, oui, un autre budget est possible qui non seulement ne détruit pas les services publics, mais redonne des moyens à certains services publics, et puis aussi, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, redonne des moyens aussi à la transition écologique. Et là, je veux vous dire que nous sommes extrêmement inquiets à l'heure des inondations, parce que le budget qui est proposé aujourd'hui, qui est sur la table de Michel Barnier et de ce gouvernement, c'est vraiment, pour le coup, on y reviendra, Aurélie Trouvé. Anti-écologique. On va y revenir, on reste sur le budget. Isabelle Goulin. Oui, taper sur les plus riches, c'est ce que vous voulez faire, mais ça provoque quand même de l'exit fiscal, ça fait moins d'embauches, ça fait moins d'innovation, moins de croissance, ça pèse aussi sur les recettes finalement, qui rentrent aussi dans le budget. Et on sait bien que déjà ces recettes, elles ont bien baissé cette année, on se demande pourquoi on a un tel trou, alors ça va encore être accentué si vous faites ça. Au contraire, je crois que nous avons un budget à la fois juste, je l'ai expliqué, qui va permettre de partager les richesses, de prendre à ceux qui se sont le plus enrichis, c'est-à-dire les ultra-riches depuis 7 ans, mais aussi efficace. Parce que ce qui est prévu, et l'OFCE, par exemple, le dit, c'est une grande organisation d'études économiques. Ce qui est prévu par le gouvernement, c'est une austérité budgétaire de l'ordre de 1 à 2% du produit intérieur brut, de 60 milliards d'euros. Et ça, c'est désastreux aussi pour la croissance et l'activité économique. Ça va plomber l'activité économique. Donc, ça va plomber les entreprises, ça va plomber l'emploi. Et donc, ça va être contre-productif parce que ça va diminuer in fine, les recettes publiques, ce qui rentre dans les caisses de l'État. Et donc, ça va être un cercle vicieux. Donc, ce que propose le gouvernement est désastreux à la fois pour les gens et la vie de tous les jours des gens, mais aussi, j'ai envie de vous dire, in fine, pour les finances publiques. Il faut absolument un autre budget. On reste sur le budget avec vous, Aurélie Trouvé. Le Premier ministre a déclaré hier au JDD qu'il n'était pas opposé à l'idée d'un 49.3 dans l'optique de ce budget. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré. Sans blague. Oui, est-ce que vous craignez qu'il puisse l'appliquer ? Bien sûr, on le craint. Alors, on espère quand même que l'Assemblée nationale sera respectée, parce qu'on a un gouvernement qui n'a jamais été aussi minoritaire. Et donc, il est temps de respecter la diversité de cette Assemblée nationale. Donc, après, il est clair que si jamais... Il dit également qu'il est ouvert au débat. Si jamais le gouvernement, à la fin, parce que la décision de l'Assemblée nationale ne lui plaît pas, applique un 49.3 pour court-circuiter l'Assemblée nationale, alors nous... le nouveau Front populaire, nous déposerons une motion de censure. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est le Rassemblement national et ses députés qui seront mis face à... Mais vous allez la déposer quoi qu'il arrive, finalement, cette motion de rejet ?
bien sûr, cette motion, d'abord, nous déposerons, quoi qu'il arrive, en tout cas, je peux vous l'annoncer, une motion de censure s'il y a 49.3, parce que déjà, ça veut dire que le gouvernement ne respecte pas l'Assemblée nationale et donc le vote des 30 juin et 7 juillet par les Françaises et les Français. Ensuite, du coup, nous mettrons face à leur responsabilité le Rassemblement national qui, pour l'instant, n'a cessé de sauver ce gouvernement. D'accord, mais là, on parle de la motion de rejet. Aujourd'hui, vous déposez une motion de rejet. Aussi. Oui, aussi. Voilà. D'abord, commencez par aujourd'hui. Sûr. Ça, c'est sûr. On va déposer les deux, d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous nous opposerons autant que possible, je le dis, à ce budget d'austérité parce qu'il est un désastre social et économique. Alors, et je vais vous dire, juste pour... c'est vous montrer aussi, depuis maintenant un certain nombre de jours et de semaines, qu'un autre budget est possible, mais aussi une autre économie. Et ça, je veux aussi le dire en tant que présidente aujourd'hui de la Commission des affaires économiques. Notre problème aujourd'hui, il est que Michel Barnier continue la politique libérale, d'accord, sur le plan économique, du président Macron. Et je veux revenir juste un instant sur Sanofi, nous en avons parlé tout à l'heure. Bon, je vais me rendre aujourd'hui, je le dis, à Lisieux, au site de production du Doliprane, voir les salariés qui ne connaissent rien, c'est quand même hallucinant, qui ne connaissent rien du contenu du contrat passé entre Sanofi et le fonds d'investissement américain qui risque donc de délocaliser la production de Doliprane. Mais nous-mêmes, députés de la Nation, nous ne connaissons rien du contrat. Donc, je vais voir ces salariés, mais je vais aussi jeudi, et je l'annonce à ma demande, auditionner en commission des affaires économiques la présidente France de Sanofi pour demander des comptes, évidemment, à Sanofi. Et nous auditionnerons aussi le ministre de l'économie en commission des affaires économiques pour que les députés demandent des comptes sur ce qu'il est en train de se passer et les risques aujourd'hui, comme il y a eu des risques, je finis là-dessus, pour Alstom, quand Alstom a été vendu à General Electric, la multinationale américaine, là aussi, General Electric, la main sur le cœur, avait dit dans le contrat, nous créerons 1000 emplois, le résultat c'est qu'il y a eu 33 000 emplois supprimés, malgré des sanctions qui étaient dans le contrat. Donc ça, pour nous, c'est inadmissible. Donc nous demanderons ces comptes en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que même si dans le contrat, il était prévu de préserver l'emploi sur les 2 sites de production, plus un contrat qui permet, avec une start-up dans la région du Sud-Ouest, de créer un autre site de production, un 3e, de toute façon, ça ne vous satisferait pas? Alors, ça dépend des sanctions. En fait, moi, je demande à voir le contrat. Parce que dans le cas de General Electric, qui s'est approprié Alstom, dans ce cas-là, en fait, les sanctions étaient bien trop faibles. Donc, évidemment, il faut déjà savoir quel est le contenu du contrat, que l'État demande donc des comptes et sanctionne fortement, j'espère que c'est le cas dans le contrat, la multinationale, et surtout qu'il n'y ait plus un seul euro public donné à Sanofi sans contrepartie très forte, à l'inverse des 1 milliard qui ont été versés pendant 10 ans sans contrepartie. Et vous ne trouvez pas ça normal qu'un grand groupe comme Sanofi puisse choisir comme stratégie d'investir davantage et massivement sur les maladies qui sont les plus, j'allais dire, les plus mortelles, c'est-à-dire le cancer, c'est-à-dire la sclérose en plaques, c'est-à-dire vraiment des maladies du 21e siècle, que sur un simple antalgique, même si, encore une fois, on en prend tous autour de cette table, mais j'allais dire qu'il n'a pas de... Sur un plan stratégique, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, qui a moins de valeur, si vous voulez, que d'investir sur les grandes maladies chroniques de l'humanité. D'abord, Sanofi doit faire les deux, et Sanofi doit des comptes aux Françaises et aux Français, parce que ça concerne la santé des Français, ça concerne le premier antidouleur utilisé par les Français. Vous savez à quel point c'est essentiel. Quand vous avez votre enfant qui a mal, oui, il ne faut pas attendre 5 jours avant de pouvoir lui donner un antidouleur. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les entreprises, les multinationales privées, ne font pas ce qu'elles veulent. Voilà, parce qu'elles bénéficient d'abord des aides publiques de l'État, elles bénéficient de ces infrastructures, elles bénéficient de salariés qui ont été bien formés par l'État et qui ont une bonne santé publique grâce au système de l'État. Donc le libéralisme économique qui a été poussé à son paroxysme par le président Macron, ça ne va pas. Non, les multinationales ne font pas ce qu'elles veulent. Et d'ailleurs, dans l'histoire, elles n'ont jamais fait ce qu'elles veulent. Ça n'est que depuis cette parenthèse ultralibérale qu'elles font à peu près ce qu'elles veulent. Et ça, c'est un désastre pour la vie des Françaises et des Français. Il est temps que l'État reprenne la main sur l'économie. Oui, une autre économie. Elle leur donne des emplois quand même. Elle leur donne des emplois, les multinationales. Alors le problème de Sanofi, c'est qu'elle en a supprimé quand même un certain nombre, y compris dans la recherche et le développement, et malgré les aides publiques qui lui ont été données pour ça. Aurélie Trouvé, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Bruno Retailleau rencontre Emmanuel Macron en tête-à-tête pour la première fois d'ailleurs
tout à l'heure à 10h à l'Élysée. Il était avec Michel Barnier à la frontière italienne sur les traces de Giorgia Meloni. Vous savez que l'Italie a renvoyé des premiers migrants en dehors de la zone UE, en Albanie, la semaine dernière. Le Premier ministre a déclaré que ce procédé n'était pas applicable en France. Est-ce que cela vous rassure ? J'ai envie de dire un mot là-dessus, parce que d'abord la première chose que je veux dire, c'est qu'une nouvelle fois, on a un chapitre qui s'ouvre de la part de ce gouvernement et de la Macronie sur l'absolue nécessité d'être plus ferme sur l'immigration. D'abord, vous avez remarqué qu'ils nous mettent en avant ça chaque fois qu'il s'agit de faire oublier un autre sujet. En l'occurrence, là, le budget d'austérité à venir. D'accord ? Moi, j'aimerais, en tant que parlementaire, que nous votions... C'est un contre-feu de leur part ? Bien sûr, c'est un contre-feu, une diversion. J'aimerais d'ailleurs que nous votions des lois utiles pour les Français. Il y a une loi immigration quasiment tous les 2 ans, qui ne vise qu'à une chose, c'est à rendre la vie des migrants encore plus dure. D'accord ? Et moi, je rappelle que votre parti, Manuel Bompard, Lucie Castet notamment, à gauche, NFP ou LFI, voudrait régulariser tous les migrants. C'est un peu ça le sens. Ce qui arrive là-dessus, c'est que propos de Manuel Bompard. Nous pensons que de rendre la vie des migrants de plus en plus dure, d'abord, c'est inefficace parce que les migrants, ça ne les dissuade pas de venir, mais surtout, et je veux dire ça, c'est que nous considérons que l'essentiel est d'avoir un accueil digne des migrants et que les migrations sont une richesse sociale, économique et culturelle pour notre pays. Et qu'il est temps de leur permettre de travailler, de se loger. C'est ça qui permet aussi une intégration pleine et entière dans la société. Vous êtes pour une ouverture absolue des frontières. Si, quand on vous écoute là, c'est bon, il faut accueillir absolument tout le monde. Vous êtes sur la ligne de Lucie Castet, il faut accueillir absolument tout le monde, sans préjuger de l'égalité. Très précisément, et nous avons travaillé ça longuement, et y compris sur le plan social et économique, très précisément, il s'agit pour nous de régulariser l'ensemble des travailleurs, d'accord, l'ensemble des familles qui ont des enfants scolarisés, et ça permettra bien au contraire de favoriser l'emploi, de favoriser finalement la vie de tous les Françaises et les Français, plutôt que de contribuer une nouvelle fois à cette inhumanité vis-à-vis des migrants. Merci Aurélie Trouvé d'être venue ce matin dans le 6-9 avec nous et bon courage parce que les débats s'annoncent houleux à l'Assemblée nationale, on l'imagine avec le budget. Les débats vont débuter ce soir à l'Assemblée nationale.